Je sais pas. Enfin, quand tu es un invité, c'est pour la vie. Tu vois, c'est pour la vie. C'est-à-dire que tu t'engages vis-à-vis de quelqu'un, bah voilà quoi, tu lui as ouvert ta porte, point. Tu vois, c'est la question de tu m'appelles à 3h du matin parce que tu as tué quelqu'un. Ma première préoccupation, c'est OK, comment je t'aide à cacher les cadavres? Tu vois? Non, mais tu vois, c'est après je vais pouvoir te convaincre en disant mais peut-être qu'il faudrait prévenir la police, comment on fait? Mais en tout cas, mon premier réflexe, c'est je suis solidaire. Voilà, la solidarité sauvera le monde. Et c'est vraiment un principe, et je pense qu'en Sardaigne, tu le vis parce que d'une part, bah, tu as l'eau autour, tu le vis parce que tu as la sécheresse, tu le vis parce que tu es cramé tous les étés où tu as les incendies. Voilà, j'aurais pu rester dans, culturellement, je vais dire, dans il familisme amoral. Et la famille passe avant tout le monde. Donc, point, une fois que ta famille va bien, le reste, l'État, la règle, on s'en fout. Moi, ça, c'est pas possible. Je pense que pour faire société, il y a quand même des règles, tu vois, qu'on peut contester. Hein. Moi, je suis pour qu'on se mette, pour qu'on fasse un parti politique et qu'on conteste, pour qu'on descende manifester. Il n'y a pas de problème. Mais quand même, ce sont les règles qui te permettent de tenir un cadre, tu vois, qui fait que, bah, quand je dis venez comme vous êtes, c'est pas... vous n'êtes pas chez les psys, quoi. Venez comme vous êtes, et ben on va faire en sorte que puisque chacun vient comme il est, il faut s'entendre, sinon on s'entretue, quoi. Donc voilà. Et comme tu es, et bah, t'as de la valeur. T'as des trucs que c'est nul, t'as des trucs que c'est super bien, mais que t'inquiète pas, c'est le lot de tout le monde. Donc, bah, on y va comme on est, quoi. Et donc, ma façon d'exercer ce que je fais, fait du lien. Enfin, c'est ce qui me constitue, cette question de faire les liens, valoriser les métiers qui font lien social, valoriser le fait que les gens se construisent au travail. Je pense qu'on peut être je ne sais pas si le terme est bon, mais moi j'appelle ça des objets de résilience. Tu vois, je suis l'intermédiaire qui fait les liens et qui te permet de faire la paix avec quelque chose. Je ne sais pas forcément quoi, ou qui te permet de dire ah bah oui, mais je crois à l'humanité parce qu'un jour j'ai rencontré une personne, etc. L'inverse est vrai, hein. Il peut y avoir des gens qui détestent l'humanité parce qu'un jour ils m'ont rencontré et que je suis tellement infecte qu'ils se disent mais je déteste les êtres humains. C'est possible, hein. Enfin, je veux dire, vraiment, je le crois. D'ailleurs, j'ai en tête 2 ou 3 personnes qui vraiment détestent l'humanité parce qu'ils m'ont rencontré. Mais, enfin, plus que 2 ou 3, mais si tu veux, mais globalement, je dis, bah oui, mon boulot, c'est de, mettre un lien, enfin, je sais pas, de dire aux gens, mais sincèrement, et pas parce que je m'oblige, mais parce que je le pense, de dire aux gens, si tu ne te fais pas confiance, est-ce que tu me fais confiance? Et moi, je te dis que vraiment, tu peux y aller, et tu le fais, et que tu te dis, ah ouais, en fait, je peux le faire, voilà. C'est pas que je dois faire du bien au monde, je suis pas croyante, donc je pense pas que je serai béatifiée demain, mais c'est parce que les retours que j'en ai est aussi agréable et aussi plaisant que les plaisirs que j'ai eu à lui dire, mais moi je te fais confiance, quoi, tu es vraiment une personne fiable, enfin voilà. Et la question de faire du lien, mettre les gens en relation et mettre les personnes, y compris en relation avec leur propre vie, ça paraît complètement, c'est un truc un peu allumé de dire ça, mais je pense que c'est le fil rouge maintenant avec le recul de ma vie qui est quand même, quand tu as une fonction managériale, tu es responsable de faire en sorte que les gens aillent mieux, donc de faire en sorte qu'ils grandissent et de prendre les coups. C'est là où tu joues, c'est là où tu fais ton métier, quoi. C'est là où il faut tenir, voilà. Alors après, en faisant ma psychanalyse de base, je dirais que c'est parce que je considère que les parents ont un seul devoir dans la vie, c'est donner la joie de vivre aux enfants, d'une part, et les rassurer sur les socles d'amour qu'ils auraient portés, quoi, voilà. Et que j'associe ça au management, même si manager n'est pas être parent, etc., mais je pense qu'il y a plein de choses qui se ressemblent. Mais je ne sais pas si j'ai tout compris à l'identité au travail, je ne sais pas si... Mais clair, bon, après, c'est un fait français, quoi. On te dit qu'est-ce que tu fais dans la vie avant de savoir même comment tu t'appelles. Mais c'est la question de... c'est le travail qui peut te montrer ta valeur, voilà. Et pour moi, le travail en ce sens est, je ne sais pas comment... est pour tous un lieu de réparation, un lieu de... j'apprends que je peux faire des choses et que, waouh, je sais les faire, quoi, voilà. Et que c'est super bien de le faire. Et le rôle du manager, c'est celui-là.
être né en Sardaigne veut dire que t'es pas comme les autres, tu es dans une île, c'est une île particulière qui vraiment a des côtés magiques, vraiment magiques. Et après, il y a aussi toute l'histoire familiale, c'est-à-dire que forcément, c'est pas anodin. Enfin, ce que je dis toujours, j'ai grandi à l'hôpital psychiatrique, ça explique beaucoup de choses dans ma vie, mais ça m'a donné le sens de la déviance, enfin du moins l'absence de sens de la déviance. C'est-à-dire que quand je dis j'ai grandi à l'hôpital psychiatrique, c'est que ma mère y travaillait, moi j'allais au bureau chez ma mère, donc à l'hôpital psychiatrique. Et que j'ai appris, moi, à accepter tout, en fait. C'était, voilà, chacun avait ça. Maintenant, on dit neuroatypique, ça fait super classe et tout, mais voilà, chacun était comme il était et chacun est le fou de quelqu'un. Et pour terminer ce chapitre, j'ai vécu avec plusieurs malades psychiatriques qui venaient chez moi. C'est-à-dire que ma mère faisait les 3-8 et entre un service et l'autre, elle amenait à la maison des personnes malades. Et donc, ça m'a donné cet intérêt pour les autres, pour les gens différents, etc. De là est né mon grand métier, ma grande envie de métier quand j'étais petite. On me disait, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Mais vraiment petite, quoi. Et moi, je disais, je vais être hôtesse de l'air. Ok. Alors, je fais 1m50, j'ai grandi qu'en largeur, et je voyais la tête des gens qui me regardaient, en disant, ok, mais sinon, tu ne veux pas faire autre chose? C'est-à-dire que je voyais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et moi, dans l'idée de hôtesse de l'air, c'était, je vais rencontrer plein de gens différents, je vais voyager et je vais voir plein de différences partout. Les rêves de partir étaient aussi, les rêves de m'éloigner d'une île, les rêves de m'éloigner de ma mère et de faire ma propre vie. Donc c'était mon idée au départ. Dès là, j'ai vite compris que c'était peut-être pas la peine. Il y en a qui m'ont dit, il y a un copain qui m'a dit, mais s'il y a air pygmée, tu as une chance. En fait, c'était ça l'idée. Mais ceci dit, donc dès là, je me suis dit, non, mais c'est plutôt les langues. Donc, je pars. Et je pars. Alors, j'avais été à Londres pour me former aux relations publiques en anglais. Après, j'étais à Munich pour apprendre l'allemand, qui reste ma langue préférée. Je ne peux pas dire un mot en allemand maintenant, mais je suis fascinée par cette langue, donc, parce que tu peux tout dire. Comment? Et après, j'avais un rêve qui était, je vais vivre à Paris. Et donc je disais, je vais partir à Paris. Donc ma mère qui disait oui, bien sûr. Enfin, en gros, j'en ai tellement de folles furieuses qui disent oui, un jour je serai princesse, etc. Que c'était un peu un truc, ouais, bien sûr, tu vas partir à Paris. Sauf que quand j'ai dit, je vais partir à Paris, ça y est, j'ai l'argent, j'ai pris mon billet, je m'en vais. Entre les moments où je lui ai dit que je partais et les moments où je suis partie, donc il y a eu 15 jours, pendant ces 15 jours, elle m'a crié dessus à chaque fois qu'elle me croisait. Et donc elle disait, un jour elle m'a dit, mais comment je vais faire moi si tu pars pour m'occuper de ta grand-mère? Donc moi je lui ai dit, si tu considères que je suis ton aide-soignante et pas ta fille, j'ai raison de plus pour m'en aller. Donc ça a été la première vraiment rupture où je suis partie avec, tu sors de la maison, tu ne rentres plus jamais. C'est-à-dire que j'ai eu une mère à amour conditionnel, c'est-à-dire je t'aime à condition que. Donc ça a été les drames, c'est-à-dire que je partais vivre avec quelqu'un en quittant la maison, en quittant mes études, sans être mariée. Donc, gros drame de la muerte. Donc, ok. Et moi, je suis arrivée à Paris en me disant, mais c'est génial, cet endroit, c'est génial, je peux tout faire. Donc, ça s'est vite... je suis arrivée, donc au moins, j'avais un endroit où dormir. Voilà. Et après, j'ai commencé à faire plein de petits jobs de toutes sortes. Mais moi, j'avais un objectif qui était, je vais reprendre mes études, je vais faire des études de communication. Et des communications parce que déjà, les études de ressources humaines n'existaient pas. C'est-à-dire qu'en Italie, les premières facs de com, déjà, elles ont été ouvertes en 92-93. Et moi, je suis partie en 90. Mais les concepts même d'étudier les ressources humaines, quand j'en parlais, les gens me regardaient en disant mais pourquoi on doit apprendre? On a juste à se comporter, être normaux avec les gens, quoi.
Et moi, je dis, non, il y a quand même des techniques. Enfin bon, bref, c'était vraiment un concept inconnu. Mais au départ, mon idée était, je vais faire des études de com. Et je me souviens que je suis arrivée à la Sorbonne. Et à la Sorbonne, j'ai dit, bonjour, je cherche l'université de communication. Voilà. Et là, les types à l'entrée, enfin, tu vois, me disent, oui, allez tout au fond. Et tout au fond, il y avait le CELSA, Paris 4. Donc, moi, je me dis, c'est l'école de ma vie, quoi. C'est là que je vais aller, c'est ça que je vais faire. Au CELSA, première année de DUG, je travaillais en même temps. Hein, c'est-à-dire que j'ai commencé, évidemment, il fallait que je bosse, hein, parce que j'avais pas d'argent de la part de ma mère, pas d'aide de la part de quiconque, donc je devais travailler. Et donc, je travaillais à mi-temps et le reste du temps, j'allais en cours. Mais j'ai complètement foiré l'année, je devais quand même continuer de bosser. Et donc là, je me suis dit, ok, je vais faire un chemin de traverse, quoi. J'y arriverai pas directement. Donc, j'ai commencé à dire, ok, je m'inscris, qu'est-ce qui est le plus simple qui peut se gérer avec un boulot? Et donc, j'ai fait licence LCE italien. Trop cool. Et donc, j'ai fait ma licence en italien sans aucun problème, mais j'étais pas contente parce que je me dis, ouais, c'est facile, quoi. Tu vois, une licence en italien, bon, voilà. Donc, je me suis inscrite au CNAM. Parce qu'en même temps, j'avais commencé à travailler, donc j'ai toujours bossé, donc j'avais commencé à bosser dans l'OPCA plutôt à l'époque, de l'agriculture, donc de l'exploitation agricole. C'était éminemment politique, j'étais déléguée du personnel à l'époque, non syndiquée. Et donc, je me suis inscrite au CNAM pour avoir une maîtrise en formation des adultes. Et après, je me suis dit, mais moi, je voulais aller au CELSA quand même. Tu vois, mon objectif était d'aller au CELSA. Donc, je dépose mon dossier. Bon, du coup, on me finance mon dossier. Et j'ai fait donc mon année au CELSA parce que j'avais repassé les concours pour faire un troisième cycle au CELSA qui était management des ressources humaines et diagnostic social. Où là, j'ai eu... Alors déjà, tous les intervenants du cercle, donc j'ai eu Philippe comme prof, j'ai eu Fabrice Traversas, Olivia Folly et Isabelle Francfort, qui à un moment, donc qui était une de nos profs, et qui à un moment dit, j'ai besoin d'un stagiaire, on cherche un stagiaire, elle travaillait à EDF, hein. On cherche un stagiaire et je me souviens, on était tous là, ouais, cool, moi, et elle dit... Mais il y a une condition à ce stage qui est absolument nécessaire. Il faut parler italien. Donc là, tout le monde dit « Ok, c'est bon, c'est mort ». Donc, j'ai commencé mon stage à EDF et j'ai fait 9 mois à la R&D d'EDF avec des sociologues, des politologues, donc des gens qui étaient payés, en fait, par une entreprise pour faire de la sociologie, de la politique, enfin, c'était pour moi le monde magique, en fait. Je me disais, mais ce n'est pas possible. C'est comme les footballeurs, justement, qui sont payés pour faire ce qu'ils aiment. Donc, bonheur. Et à la fin de cette période, j'ai négocié mon départ quand la rupture conventionnelle n'existait pas. J'ai vécu quelques mois en train de faire que des trucs qui m'éclataient. De séminaires interculturels. Et moi, je me disais, mais je suis entourée de stars, c'est un truc incroyable. Je connais les gens dont j'ai lu les livres. C'était pour moi le moment de gloire, en fait. Tout ça en étant au chômage. En juin, j'ai retrouvé du boulot. Et pour le coup, j'étais dans un poste, c'était aussi mon premier poste de manager, et j'étais dans un poste où j'étais la vitrine en quelque sorte, enfin je faisais le marketing parce qu'on avait pris des nouveaux adhérents en fait qui venaient dans notre OPCO. Donc moi il fallait que je fasse OPCA, il fallait que je fasse la pub en fait et il y avait vraiment des choses intéressantes. Ça a été aussi mon entrée dans le monde du social. Et donc ça a été une découverte de ce secteur qui avait besoin de plein de choses et pour lesquelles je me disais mais les salariés, s'il y a un endroit qui fait lien social, s'il y a un endroit qui sert en fait à la société, c'est bien tout ce secteur-là, c'est bien l'économie sociale et solidaire. Pourquoi? Pour financer un dossier de formation, il faut faire 45 papiers, 3000 démarches et qu'il y a un management si malveillant, si générateur de souffrance. Voilà, c'est là où j'ai vu pour la première fois un paradoxe total entre l'objectif, l'essence de ce secteur et la pratique, en fait, la pratique managériale.
c'est la première fois où en sortant du boulot, j'ai pleuré en fait. J'ai pleuré de rage. Pourquoi tu alourdis les choses alors que tu pourrais les rendre simples? Ça, c'est inutile, c'est parfaitement inutile. L'existence de l'OPCA, l'existence de la PJJ, l'existence de la police, l'existence de qui tu veux, tu vois, qui donne des règles de vie commune à des gens qui sont nombreux et qui doivent s'entendre sur un certain nombre de codes, c'est nécessaire. Mais si tu veux, c'est différent de la bureaucratie. Ici, on a la possibilité quand même de faire appel à plein de leviers qui marchent peut-être de moins en moins bien, hein, parce que tu vois, quand tu vois la situation de la protection judiciaire de la jeunesse, c'est épouvantable. Enfin bon, voilà. Mais en tout cas, tu as des leviers auxquels tu peux faire appel, qui au moins ont les mérites d'exister. Et moi, je réagis en tant qu'Italienne, tu vois, où en fait, enfin, en Italie, tu n'as rien. Après, ici et maintenant, ça m'inquiète de voir qu'il n'y a aucun moyen, de voir qu'il n'y a plus d'éducateurs spécialisés et que les gamins qui sont placés... Enfin, je veux dire, j'ai des récits et des situations en tête qui sont dramatiques, où je me dis, ça va exploser dans quelques années. Ces enfants vont devenir des adultes et ça va exploser. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, tu vois, au quotidien? Mais en tout cas, c'est ça la question, c'est comment je m'engage individuellement. Parce que ce système-là, que j'apprécie et qui est vraiment une chance par rapport à d'autres pays, ou du moins ce que j'ai vécu, petit à petit, effectivement, ça m'inquiète que ça se délite. Donc j'ai tenu, à peu près 2 ans, avec des hauts, des bas, avec des hauts, des bas au sens où j'adorais ce que je faisais. Enfin, j'adorais l'effet d'être en relation avec ces établissements, l'effet de monter des projets avec eux, l'effet de dire « Waouh, on a obtenu le financement pour cette formation, c'est génial, on forme un éducateur spécialisé ». J'adorais le fait d'aller faire la clôture des stages qui étaient financés, parce que tu voyais les gens qui se transformaient, en fait, qui me disaient moi je suis arrivée, qui faisaient la paix avec l'école. Pour moi, la formation continue sert à faire la paix avec l'école. Donc c'est te dire que tu as de la valeur, que tu es intelligent, bon. Et donc voilà, j'ai postulé ailleurs. Il faut dire que depuis que j'ai commencé à chercher du boulot, j'ai eu beaucoup de chance. Bon, donc je postule, j'envoie une candidature pour un poste dans une fédération de l'aide à domicile. Et là, pareil, enfin, secteur du lien social, enfin, les métiers du lien social, les métiers hyper dévalorisés, payés sous le SMIC, ou quand les gens obtenaient un diplôme de niveau CAP, parfois l'employeur était obligé de le virer, quoi, parce qu'il n'avait pas le budget pour la payer à son niveau. Donc, bon, mais en même temps, fantastique, là, on a tout construit. Donc, c'est là où j'ai vécu l'expérience du management visionnaire et on y va, quoi, et on y va tous ensemble, et venez, et donc expérience hyper grisante où en plus on avait eu des financements, je crois qu'on avait eu 27 millions de la CNSA, donc il fallait qu'on les distribue, et donc là c'était génial, enfin voilà, moi c'était super, parce que j'y croyais vraiment que ça avait du sens, de montrer, en fait, de lier l'aspect communication au sens où on montre ce que les gens font, et on met de la lumière sur des métiers qui sont jamais vus, que personne ne calcule, où souvent les personnes qui travaillent sont autant en détresse que les personnes dont elles s'occupent. Enfin, donc voilà, je trouvais ça génial. Et là, baisse du nombre d'adhérents, on me propose de prendre la direction, donc je deviens la directrice de l'organisme de formation. Bon, donc je me retrouve à faire le plan social et en même temps à faire tenir l'organisme. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à faire tout. Donc je passe le cap, c'est-à-dire que j'arrive à faire avoir un rythme de croisière dans l'organisme où les gens ont commencé à acheter des formations, donc super. Et moi, je vais voir les DG en lui disant maintenant stop. Enfin, quand il y a eu des difficultés, la première chose que j'ai dit, c'est mon salaire, c'est le plus élevé. Donc, c'était le deuxième le plus élevé. Et donc, je démissionne. Enfin, tu vois, je m'en vais moi, comme ça, tu sauves les restes. Et lui, il m'a dit non, c'est toi le chef, c'est toi qui fais le job. Donc, c'est toi qui vires les gens. Ça peut s'entendre. Enfin, je sais pas, moi, je me dis, ça fait partie des. Enfin, c'est la question de responsabilité, quoi. Tu vois, tu le portes le truc, hein, c'est toi le responsable. Bon, donc, tout le monde avait retrouvé du boulot d'ailleurs, à partant de là, parce que ça m'inquiétait quand même le fait que les gens soient au chômage.
Et bon, sauf que moi, ça m'avait épuisé, quoi. Enfin, il y avait des années qui comptaient double, clairement. Donc, je suis allée voir mon DG en lui disant, écoute, c'est simple, j'ai besoin de 4-5 mois, je vais chercher du boulot. Bref, je suis embauchée à la MSA. Et en fait, j'ai géré les départements formation qui comprenaient la direction d'un organisme de formation interne et toute la partie politique de formation. Et donc toute la partie branche professionnelle qui décide des politiques de formation. Et quand j'étais embauchée, à mon entretien, j'ai dit ma seule crainte est que mon tempérament ne tienne pas longtemps dans un environnement si bureaucratique que la MSA, parce que c'est un paquebot. Pour bouger un paquebot, il faut des années. Et même si je comprends la culture, c'est ma seule crainte, c'est que j'arrive pas à tenir. Bon, en effet, ça a été ça. C'est-à-dire qu'au fond, quand j'y pense, j'avais besoin d'un poste. Je le dis après coup, c'est-à-dire que j'avais besoin d'un poste où j'ai fait plein de choses. Pareil, j'ai gardé plein de contacts, etc. Mais voilà, c'est peut-être une culture agricole. Tu plantes la graine, t'attends des années pour que ça pousse, quoi. Enfin bon. Et donc de là, j'ai tenu pareil 2 ans. Ce qui faisait dire à ma mère, tu es instable psychologiquement, parce qu'on ne change pas de boulot tous les 2 ans ou tous les 3 ans, quoi. C'est pas possible, hein. Mais c'est là où j'ai postulé à Gustave Roussy, qui était donc mon expérience jusqu'à maintenant la plus longue et la plus intense, où j'ai fait pratiquement 7 ans et demi. Et à Gustave Roussy, j'ai eu, en prenant ce poste, la première dimension qui était hyper importante pour moi, qui était la dimension de capacité d'initiative. Je pouvais prendre l'initiative, je devais exercer mes fonctions avec une énorme responsabilité. Je formais des gens qui soignaient d'autres personnes. Et qui avaient donc une culture de l'excellence. Donc mon idée a été, ici, en ressources humaines, on est aussi excellent qu'on peut l'être en médecine. Donc, on doit aller chercher des choses impossibles, on doit pouvoir faire. On doit pouvoir dire à un salarié, t'es pas content là où tu es, ok, on t'accompagne pour que tu sois mieux dans autre chose, peut-être ici, peut-être ailleurs. Et en même temps, on doit aussi pouvoir dire à un salarié, écoute, là, ça va pas être possible. Tu ne fais pas ce qu'on te demande de faire, donc maintenant, tu vas être heureux ailleurs, au revoir. Puisque je suis l'employeur de tout le monde, je ne peux pas décider d'être uniquement l'employeur des bienveillants et de ceux qui se tiennent bien, tu vois. Au même titre que je ne peux pas décider d'être les parents du gamin qui est tout propre sur lui, qui a 18 de moyenne. Je suis aussi les parents du gamin qui est violent. Et donc la question est comment, enfin, pour moi, les rôles des ressources humaines, c'est ça, quoi, tu vois. C'est pas une question de rédemption, tu vois. Je crois pas à la rédemption, je crois qu'on est comme on est. Par contre, je crois beaucoup à la vertu de la communication pour revenir au fait de, si tu sais dire à quelqu'un quelque chose de désagréable, de façon à ce qu'il ne se sente pas méprisé, insulté, bah, peut-être que tu as une possibilité qu'il comprenne. Donc c'est dur, hein, de dire ça, mais en même temps c'est hyper réaliste. Et je prends moi l'exemple que j'ai toujours pris, parce que c'est vraiment mon dada. L'activité la plus difficile pour un manager, c'est de dire quelque chose de difficile à quelqu'un, tout en maintenant sa dignité. Et qu'on garde quand même des bases enfin, je sais pas, de respect. Moi, je dirais de respect, de considération de l'autre, pas de condescendance, pas de sentiment de supériorité. Et bah, ça marche. Après, moi, je crois pas au bonheur au travail, au bien-être au travail. Sinon, tu ouvres un spa et t'envoies les gens faire des massages, tu vois. Je crois, alors, au plaisir de travailler ou à l'intérêt de travailler, oui, tu vois. Je fais un truc que je trouve intéressant, où je me sens utile, où je suis au moins contente du travail bien fait. Pas d'être motivée au boulot, ça veut rien dire être motivée au boulot, mais juste, je sors de là en me disant, ok, au moins j'ai un truc agréable. Bon. Et c'est là où je me dis, je suis complètement utopique, hein. Quand tu vois les gens qui sont en burn-out, franchement, quoi. 2e cause d'arrêt, maladie en France. Donc, d'un côté, je sais que c'est utopique, et de l'autre côté, je dis, je fais ma part. Voilà. Je fais ma part au sens où je fais les paris que dans tous les endroits où je travaille, d'ailleurs que j'exerce ou pas une fonction managériale, je ne peux pas faire autrement que de permettre aux personnes de trouver ce sens-là.
C'est énorme, les termes sens. Je ne sais pas si on trouve un sens à sa vie. Mais en tout cas, c'est de se dire, voilà pourquoi je le fais, et voilà les choses que je fais bien, et pour lesquelles je peux être content, en fait, de les faire. Voilà. Concevoir les travails comme étant un tripalium, moi j'ai du mal, quoi. Comment je peux vendre ça? Enfin, c'est en plus mon métier, enfin, tu vois. Évidemment que c'est chiant. Évidemment que si on avait tous, que ce n'est que le boulot et que peut-être que la vie est ailleurs. Mais puisqu'on passe au travail plus de temps qu'avec les gens qu'on aime, plus de temps qu'avec plein de choses qui nous font plaisir, parce que c'est comme ça, parce qu'on est dans un système qui fait qu'on a besoin d'argent pour tout, et autant faire les paris qu'on puisse vivre au moins de façon la moins désagréable possible cette étape, quoi. Je n'ai jamais demandé aux membres de mon équipe, par exemple, d'être de la même façon. Vraiment pas. En plus, chacun était différent et vraiment. Il pourrait en témoigner, mais non, au contraire. Hein. C'était moi qui, à 17h, pour ceux qui avaient des enfants, je disais, oh oui, c'est bon là, il faut aller chercher les gosses à l'école, donc dégagez. Je fais les paris que c'est pas anodin de devenir manager, pilote, etc., etc. Ok. Et que du coup, il faudrait vraiment que les organisations voient les choses autrement. C'est-à-dire que tu ne nommes pas quelqu'un manager tout simplement parce que tu dois l'augmenter, tu sais pas comment faire. Ok. Mais ça, c'est vraiment un vaste chantier. Premier élément. Deuxième élément, c'est que on peut avoir les plaisirs à faire les liens, en fait, entre les personnes sans... tout simplement en apprenant à les découvrir, ce plaisir-là, tu vois, et donc en dire, ah ouais, moi j'aime bien quand les choses fonctionnent bien dans l'équipe, etc. Et donc tu fais émerger des talents de manager, même si c'est des, tu vois, même si, voilà, il faut pas nécessairement avoir cette personnalité de, ouais, tout le monde te remarque, quoi. Moi, je crois aux managers qui sont introvertis, taciturnes, enfin bon, bref. Donc bon, et la question de l'épuisement, oui, se pose parce que si, moi dans mon cas, si je prends mon expérience, Gustavo aussi, mes 7 ans et demi ont été 80% de moments super agréables et 20% de périodes archi dures où il fallait vraiment tenir, il fallait être au creux de la vague et ne pas bouger, ne pas vouloir s'échapper. Mais les moments de plaisir, c'est les plaisirs de construire ensemble, c'est les plaisirs de se mettre ensemble et de dire, voilà, on fait un livre-album, c'est de se mettre ensemble et dire, on fait la journée des managers et qu'est-ce qu'on fait? On fait une chanson, on fait un jeu, on fait... Enfin, tu vois, c'est répondre à des challenges dans un environnement de grande créativité, y compris en essayant d'inclure tout le monde et donc de prendre chacun comme il est. Tu vois, de gérer une équipe où il y avait des super créatifs, des super administratifs carrés, où il n'y avait pas un truc qui dépassait, et d'essayer de les mettre ensemble pour faire équipe, quoi. Donc, c'est là où je disais, venez comme vous êtes, au sens où on ne peut pas se couper et être au boulot que des êtres pensants. On est des êtres de tout, quoi, de chair, de tout. Voilà, surtout dans un hôpital où en général tu es découpé ou tu es malade. Enfin, bon. Sauf qu'au travail, il y a des codes. Donc, on te donne le minimum des codes parce qu'on prend un peu de ton temps et qu'on te paye en conséquence, mais que dans ce temps-là, j'ai besoin que tu me fournisses ça, ça, ça et ça. Et moi, en contrepartie, je te fournis la garantie de ne pas souffrir, d'être un peu content de ce que tu fais et de sortir de là en disant, je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Donc, c'est un peu ça le deal, tu vois. Parce que j'ai besoin d'avoir en même temps toujours cette dimension, la dimension de ok, on essaie de interroger un peu ce qu'on fait, de comprendre, de se poser des questions, et en même temps, on y va, quoi. On le fait, en fait. On le fait avec les gens, on le teste, il faut qu'on soit présent, etc., etc. Enfin, je bosse en ressources humaines, quoi. Donc, voilà, tu représentes l'institution. Et quand tu as quelqu'un de la DRH qui descend et qui dit, je suis là, ou quand tu viens faire la nuit avec les gens de nuit, parce que les salariés de nuit ne sont pas des salariés différents, c'est l'entreprise, c'est l'organisation qui va aux salariés, pas l'inverse. Pour moi, c'est mon job, quoi. Enfin, c'est vraiment mon job. Je ne peux pas le faire autrement qu'en le vivant comme ça. Du coup, ma réponse est toujours dans l'action quelque part. C'est-à-dire quand j'estimais que cette capacité à faire était vraiment limitée par l'organisation, je pars. Point. Tu vois ? Je pars au sens, si je ne peux pas exercer un minimum de choses où je sais que je dois peut-être prendre des coups, c'est pas grave, mais je mesure l'équilibre que j'arrive à tenir entre les coups que je prends
et ce que je peux faire de constructif, de réel vis-à-vis de mon environnement, si j'arrive pas à avoir cet équilibre-là, c'est pas grave. Enfin, bon, voilà, on cherche un autre boulot, on s'en va. Ça a tenu à Gustave Roussy tant qu'il y avait un équilibre entre ce que moi je pouvais porter et que j'assumais en première personne, donc j'y allais. Que j'y allais, ça veut dire j'allais voir le directeur général et que je pouvais me prendre 2 claques sans aucun problème, mais j'y allais, quoi. Donc voilà, et que j'avais d'une part la confiance du DRH, d'accord, mais de l'autre côté, j'avais l'effet de dire, ok, c'est moi qui saute, hein, si ça va pas, je prends. Donc j'exerce ma responsabilité. Donc je le vis comme ça, et donc je le porte comme ça, tant que mon énergie me permet de le porter, en faisant attention de ne pas m'épuiser. Les jours où je commence à me dire, je sers absolument à rien, tu vois, au sens de je ne fais pas ce lien, tu vois, entre les gens, entre les projets, je me sens parfaitement inutile, tu vois. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs mes changements, c'est-à-dire que quand je décidais de quitter Gustave Roussy, mais parce que juste j'étais épuisée, enfin, c'était les contre-coups de je m'engage à fond, j'adore ce que je fais, je commence à 9h30 du matin, je finis à 4h du matin parce que je fais la nuit et que j'adore travailler avec les gens de nuit, et donc c'est génial, enfin, tu vois, mais franchement, quoi. Et à un moment, t'as ton corps qui te dit t'arrêtes, donc bon. J'ai réussi quand même à faire un AIT, donc un AVC mais temporaire, et aller bosser. J'ai appris pour la première fois la question de ok, t'es au creux de la vague, serre les dents, au sens de attends de voir et les choses vont évoluer. Parce que du coup, ça m'a permis de le dire aux autres. Et donc, ça apprend à avoir à poser des limites, vraiment à poser des limites, et donc à chercher, par exemple, un emploi plus calme, mais pas trop calme, parce que sinon, pour moi, c'est autant épuisant, hein. De ne pas faire quoi que ce soit, de me sentir parfaitement inutile, c'est presque plus épuisant que de commencer à 9h30 et de finir à 4h du mat'. Et c'est aussi après plein de questions d'environnement, de changement de direction qui font que je décide de partir. Mais dans mes postes après, ça a été ça. C'est-à-dire que je fais une année dans un environnement où je pensais vraiment pouvoir être utile, et je me suis sentie d'inutilité, mais immense en fait, ou avec des vrais questionnements managériaux, mais pareil, mais qui nous manage, quoi, voilà, qui nous manage. Enfin, je me sentais complètement empêchée, et donc c'est apprendre à trouver un équilibre, quoi, tu vois, je donne du sens, et en même temps, ce n'est que le travail, quoi, voilà, ce n'est que du travail, et j'ai appris à me le dire, tu vois, au fil du temps. Et là, les postes où je suis, où l'enjeu est important, où les sujets est important parce que c'est la fin de vie, et en même temps, je ne suis pas trop loin de chez moi, je n'ai pas des horaires immenses, et je ne suis pas en position managériale. C'est un compromis. Voilà, c'est un compromis. Qu'est-ce qui me donne de l'espoir ? Les rencontres. Ce podcast me donne de l'espoir. Enfin, tu vois, le fait que, tous les jours, en fait, voilà, tous les jours, à la fin de la journée, je me dis, quel était le moment d'espoir, tu vois, et c'est pas les trucs de développement personnel, c'est pas du tout. C'est juste que tous les jours, j'ai besoin de me dire, ah tiens, aujourd'hui, il y a eu vraiment un truc super, tu vois, je crois en l'humanité. C'est des choses, mais bêtes, tu vois, de tous les jours, quoi, des rencontres avec les gens, un moment de politesse, un moment d'échange avec les collègues où on discute de pour ou contre la peine de mort. C'est des moments épiques, hein, chez nous. Mais tu vois, alors qu'on parle de la fin de vie. Mais ça, ce sont des moments qui, moi, me donnent espoir, mais c'est des moments qui, pour moi, j'ai traduit la solidarité, tu vois, en acte. Ça me donne espoir, tu vois. Et je pense que, mais ça se vit que dans l'interaction entre individus, tu vois. Je le vois pas beaucoup ni dans les institutions, ni dans les partis politiques, ni dans, tu vois. J'ai beaucoup de mal à le voir. Vraiment, ça me travaille. Je pense que ça me sert de plus en plus à savoir et ce que je vais faire et à quoi je sers. Voilà, à quoi je sers, enfin, tu vois, voilà, en quoi je peux être utile, tu vois, et aussi à affirmer, avoir le courage d'affirmer des choses où je dis,
là, je sais faire. Et je tiens n'importe qui, je sais faire, tu vois. Je me suis très longtemps limitée, hein. Non, mais attends, enfin, t'es nulle. Tous les jours, hein, je me dis pour qui tu te prends, tu vois, parce que j'ai ce côté un peu, wow, grandiloquent, voilà. Mais tous les jours, je me le dis, mais au moins apprendre à dire, ça, je sais faire, et il n'y a pas de problème. Ce qui est donc manager, ce qui est gérer parfois des situations difficiles. Donc, c'est vraiment, enfin, tu vois, ça m'a servi à ça, je pense. Et après, j'apprends tous les jours, hein, mais ouais. Je pense que j'apprends. Je comprends plus vite maintenant à quoi me sert ce que je suis en train de vivre. Tu vois, plus rapidement, enfin, il était temps quand même, plutôt qu'avant, tu vois. Donc, et du coup, je me pose des questions plus vite, où je me dis, là, il y a un truc qui va pas, il faut aller chercher ce qui va pas, quoi. Parce que c'est une des rares fois de ma vie où je raconte à partir du moment où je suis née jusqu'à maintenant, quoi. Donc, c'est exceptionnel comme expérience, hein, c'est vraiment exceptionnel. Et en même temps, je me disais, mais voilà, c'est toujours une question, mais est-ce que ça va être utile? Enfin, les gens qui vont écouter, tu vois, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Tu vois, qu'est-ce qu'ils vont en faire, les gens qui écoutent? Tu vois, à quoi ça va leur servir? Donc, bon, voilà.